Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Coésie pour un temps de parole, bien évidemment. En direct à la radio et à la télévision, le docteur Geneviève Denetière est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, le retour de vacances, j'en parlais tout à l'heure en introduction. Oui, les gens reviennent sur l'île, on a été faire des séjours en métropole, à Madagascar, aux Comores, en Tanzanie ou ailleurs. Pour certains, on pourrait revenir avec des maladies qui peuvent être dangereuses, pour Mayotte. Oui, alors je pense que pour la majorité des voyageurs, Ouais. on revient juste avec de très bons souvenirs. Oui. Mais il peut se produire effectivement que, ayant été en vacances dans des endroits où certaines maladies circulent, Ouais. on revienne porteur de ces maladies. Sans le savoir. Sans nécessairement le savoir, Ouais. puisque on peut être en période d'incubation, par exemple, d'une maladie. On a voulu mettre un petit peu l'accent sur deux types de maladies en parlant du risque de la rougeole. Alors la rougeole ne circulait quasiment pas à Mayotte jusqu'à la fin de l'année 2018, avec très peu de cas signalés dans les dernières années. Et puis suite à des retours de Madagascar où sévissait une très très forte épidémie de rougeole, il y a eu des décès. Voilà, il y a eu des décès à Madagascar. Il y a eu maintenant ils en viennent à bout, donc avec beaucoup d'efforts et de vaccination massive de la population. Mais suite à des retours de personnes de Madagascar, eh bien la rougeole a recommencé à circuler à Mayotte. Actuellement, on n'a plus de cas de rougeole depuis le mois de juin, donc on surveille ça de très près. Mais le retour des vacances pourrait éventuellement amener à nouveau la circulation de la rougeole à Mayotte. C'est pourquoi on met en garde, et notamment avec les recommandations de consultation très rapide en cas de signes, de fièvre, de boutons, pour un diagnostic très rapide, pour qu'on puisse nous prendre des mesures afin d'éviter la transmission de cette maladie. Comment je sais que j'ai attrapé la rougeole ou que je suis susceptible d'avoir attrapé la rougeole? Quels sont les signes qui me permettront d'appeler ou d'aller voir un médecin? Oui, alors les signes de la rougeole, ça va être une fièvre importante, généralement 39, 39,5. Et puis l'apparition, alors le nez qui coule, les yeux qui sont rouges, ce sont souvent des enfants, mais les adultes également peuvent être touchés par la rougeole. Et au bout de après quelques jours, 3 ou 4 jours, l'apparition de plaques rouges, de boutons rouges qui vont commencer au niveau du visage et s'étendre sur le reste du corps. Ça marque généralement les signes cliniques pour que les médecins suspectent la rougeole. Et puis évidemment, si on a été en contact avec quelqu'un qui avait la rougeole et qu'on n'est pas vacciné, puisque je le rappelle, la rougeole, on peut s'en protéger très efficacement en se faisant vacciner. Donc il suffit d'être vacciné à 2 doses de vaccin et pour se protéger de la rougeole. Si on n'est pas vacciné et qu'on a été en contact avec un cas de rougeole, la rougeole est extrêmement contagieuse. Donc il faut suspecter en cas de contact avec la rougeole qu'on puisse développer la rougeole. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, je dois vacciner mes enfants contre la rougeole alors qu'il n'y a pas de cas de rougeole dans la famille? Est-ce que je dois les vacciner par prévention à Mayotte? Alors, si vous avez la chance d'avoir encore des enfants petits, non seulement vous devez les vacciner, mais vous êtes obligé de les vacciner puisque la rougeole fait partie des vaccins obligatoires pour les petits, jusqu'à 2 ans. Bien sûr. Et bien entendu, il faut les vacciner pour les protéger contre la rougeole. C'est vraiment une recommandation très forte, bien se vérifier son statut vaccinal par rapport à la rougeole. Dans les valises qui accompagnent nos voyageurs qui rentrent ici à Mayotte, il peut y avoir aussi de drôles de surprises. La dingue, le palu, c'est pas impossible. Voilà. Alors c'est pas du tout impossible, d'autant que la dengue est plutôt en augmentation dans beaucoup de pays qu'on va visiter, éventuellement, notamment en Asie, mais il y a une recrudescence un petit peu dans le monde. Il y a de la dengue aux Comores, il y a de la dengue dans les pays d'Afrique de l'Est, par exemple, et évidemment il y a de la dengue à la Réunion où même s'il y a une forte diminution du nombre de cas dernièrement, la dengue continue de circuler. Donc on peut effectivement se faire piquer et se faire, on va dire, contaminer lors d'un voyage et revenir en phase d'incubation. Donc, c'est-à-dire que là, on se fait piquer par un moustique. On se fait piquer par un moustique, on revient et dans les 10 jours qui suivent, on a de la fièvre, mal de tête, douleur articulaire, douleur musculaire. Ça peut être la dengue, donc il faut également consulter rapidement.
mais surtout, prendre toutes les précautions pour éliminer autant que faire se peut, au maximum, les moustiques autour de son domicile. Oui. Parce que si je reviens de voyage et que j'ai la dengue et que vous êtes mon voisin et qu'il y a des moustiques autour de chez moi, les moustiques vont me piquer, vont aller vous piquer, vous aurez la dengue. Comment je sais que j'ai la dengue, docteur? Alors la dengue, de la fièvre à nouveau, et des douleurs, maux de tête, douleurs articulaires, on est très fatigué avec la dengue. Hein. C'est une fièvre non expliquée par ailleurs. Hein. On n'a pas d'angine, on n'a pas le nez qui coule. On a de la fièvre, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, mal à la tête, mal derrière les yeux, et ça peut être la dengue. Justement, docteur, là-dessus, comment ça se soigne la dengue? Parce que à Mayotte, on a cette mauvaise habitude de faire l'automédication. On se dit, oui, j'ai un peu mal partout, j'ai quelques médicaments à la maison, je prends 2-3 de Doliprane ou un peu de Fervex, ou des Fervex. Pendant une semaine, ça ira. Donc, comment ça se soigne? C'est-à-dire, une fois que je consulte, qu'est-ce qu'on va me donner en plus que ce que j'ai déjà à la maison, par exemple? Alors, ce que je vais vous répondre va peut-être pas vous inciter à les consulter parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique de la dengue. Effectivement, le traitement, c'est du paracétamol, comme vous l'avez dit. Surtout pas d'aspirine, surtout pas d'anti-inflammatoire. Parce que l'aspirine fluidifie le sang et donc... parce que la complication de la dengue, ça va être des complications hémorragiques. Et donc, si on prend des médicaments qui déjà ont tendance à favoriser le saignement, ça peut être grave. Enfin, ça peut donner des formes compliquées. Ce qui est important, c'est de consulter pour vérifier aussi qu'on ne fait pas une forme compliquée de dengue qui nécessiterait une hospitalisation où on va faire des perfusions, soutenir en fait la personne pour lutter contre la maladie. La plupart des dengues sont des formes simples, donc du paracétamol. Mais ce qui est important, c'est quand même qu'on ait connaissance de ces cas de dengue parce que nous, à l'ARS, quand on a connaissance d'un cas de dengue, il y a les équipes de la lutte antivectorielle qui vont se déplacer au domicile des personnes, rechercher les gîtes larvaires, traiter les gîtes larvaires, et vous savez qu'ils sont en nombre sur l'île, avec les pneus abandonnés, les bouteilles, les canettes, etc. abandonnées, qui sont des endroits où... Des réservoirs à larves. Des réservoirs à larves. Et donc les services de la lutte antivectorielle vont traiter tout ça pour essayer de diminuer, de limiter la diffusion de la maladie au sein de la population. Donc il y a un lien direct, pardon pour la passerelle, mais il y a un lien direct entre la protection de l'environnement, les déchets qui traînent et la propagation de la dengue. Il y a un lien extrêmement direct, effectivement. Plus les déchets sont, plus le nombre de déchets est important, plus ça représente des gîtes larvaires. D'ailleurs, la commune de Mamoudzou a fait une très grosse opération de nettoyage, opération coup de poing, pour éliminer au maximum les déchets dans les quartiers les plus touchés de Mamoudzou, vers Cavanim, Sapéré. C'est le même phénomène pour le palu? Alors, le paludisme, disons que... Parce qu'il arrive aussi dans les valises. Hein. Il peut arriver dans les valises si on emmène aussi si on amène des moustiques, mais on peut aussi s'être fait contaminer par le paludisme dans un pays où circule le paludisme, donc à nouveau l'Afrique, mais il y a à nouveau des cas en nombre dans l'Union des Comores, donc on a récemment les cas de paludisme qui nous sont signalés, sont des cas importés et pour beaucoup des Comores. Le paludisme, contrairement à la dengue, on va dire c'est le même mode de transmission. C'est pas le même moustique, mais c'est pas la dengue. Le moustique pique dans la journée, le paludisme, le moustique pique dans la nuit. Mais le paludisme, on peut s'en prémunir en prenant un traitement avant de partir en voyage pour éviter de développer un paludisme. D'où l'intérêt de bien se renseigner avant de partir en voyage si on va dans un endroit où il y a du paludisme. Et par ailleurs, ça se traite, mais il faut vraiment consulter extrêmement rapidement quand on a des signes, à nouveau, je vais vous dire, de la fièvre, des frissons, on n'est pas bien du tout. On revient d'un pays où il y a du paludisme. Toute consultation avec de la fièvre, quand on revient d'un pays où il y a du paludisme, mais même à Mayotte, la première vérification, c'est de voir si c'est du paludisme ou pas. Parce que le paludisme peut tuer. Certaines formes de paludisme sont extrêmement graves. Il peut y avoir des décès suite à une contamination, à un cas de paludisme. Et donc, il ne faut pas traîner. Il faut vraiment consulter en cas de fièvre quand on a été dans un pays où il y a du paludisme. Camara, une question. Oui, on aimerait aborder un peu sur la gastro-entérite.
C'est vrai que quand on revient des pays, comme vous l'avez dit, hein, Afrique, l'Union des Comores ou Madagascar, on a tendance des fois à oublier, on boit de l'eau là-bas et on revient, et surtout pour nos enfants qu'on ramène par exemple, qu'est-ce qu'il faut éviter chez nous à Mayotte par exemple pour ne pas éviter, surtout pour nos enfants? Alors oui, donc la gastro, pas seulement quand on voyage, hein, à Mayotte même, hein, donc il y a eu une recrudescence de gastro depuis le début du mois de juillet qui touche beaucoup les enfants. Alors je vous aviez affiché une petite affiche, lavez-vous les mains. Oui. Moi j'ai envie de dire, lavez-vous les mains et lavez-vous encore les mains. Donc ça c'est extrêmement important. Évidemment, boire de l'eau qui est bactériologiquement saine, et puis faire attention au moment de la préparation des repas, bien laver les aliments. Mais vraiment l'essentiel c'est l'hygiène des mains, c'est extrêmement important. Par ailleurs, quand un tout petit, il a un poids corporel faible, il peut très rapidement perdre beaucoup de son volume en diarrhée. Donc la réhydratation, le risque de déshydratation est important, et donc il faut vraiment faire boire les enfants qui, dès qu'ils ont de la diarrhée, il faut pas vouloir leur faire boire de très grosses quantités d'eau parce qu'ils vont les vomir. Ils vont vomir si on essaye de les forcer à boire, mais de toutes petites quantités de façon permanente pour les bébés, c'est extrêmement important. Info, intox, souvent les recettes de grand-mère, on dit il faut faire boire aux enfants quand il y a une gastro, une diarrhée, de l'eau du riz. L'eau qu'on a fait, c'est vrai ou c'est faux? Vous savez que les grands-mères sont très sages. Ah oui, je sais, la mienne est extraordinaire. Les conseils de grand-mère sont très judicieux et effectivement, et c'est quelque part, c'est très facile ici puisque on cuisine beaucoup le riz. L'eau de riz est une très bonne façon de diminuer effectivement la diarrhée. Donc, on met un petit peu de sel, on met un petit peu de sucre et puis c'est très bien. Et ça passe. On a vu à l'aéroport, pour tous ceux qui sont rentrés de vacances, qu'on est dans le sujet, cette espèce de tapis avant de rentrer au niveau de la PAF, à l'endroit où on doit présenter son passeport, une espèce de tapis où on nous oblige à marcher dessus. Pourquoi? Oui, alors puis c'est pas un tapis rouge, vous avez vu. Oui, c'est clair. Je me suis pris les pieds 2-3 fois dedans. Alors là, pour le coup, c'est pas une maladie qui peut toucher les hommes, mais c'est une maladie qui touche les animaux et qui était présente notamment aux Comores. Et donc c'est pour éviter d'amener sur ses chaussures, si vous voulez, c'est la fièvre afteuse, donc qui touche les animaux, qui peut faire des ravages dans un cheptel. Et c'est pour éviter, disons, désinfecter les semelles des chaussures. D'accord, tout simplement. Voilà. Beaucoup de questions qui arrivent. Est-ce qu'on peut mourir de la dengue? Oui, non? On peut mourir de la dengue, c'est plutôt rare, mais ça peut se produire, d'autant si on est une personne fragile avec des comorbidités, déjà un état de santé un peu faible. Des questions, Camar? Exactement. On entend souvent les pilotes nous dire vous revenez de voyage, faites-vous savoir si vous vous sentez pas bien, comme vous l'avez dit, docteur. Mais on le sait tous que personne ne va. Comment on arrive à savoir qu'on a eu, par exemple, rien que ces vacances, 2-3 personnes, l'autre venue de la Tanzanie, l'autre venue de Madagascar et une fois des Comores. Est-ce que c'est après qu'on les ait consultés qu'on arrive à savoir? Parce qu'on le sait, à l'aéroport, personne n'a le temps de dire ouais, j'irai voir, monsieur le pilote, j'irai voir, je vais me consulter. Oui, alors nous, quand on a le signalement d'un cas suspect ou d'un cas confirmé, dans l'enquête que l'on fait, dans l'interrogatoire que l'on fait, on recense évidemment le fait que la personne ait voyagé ou pas voyagé. C'est extrêmement important pour nous et c'est d'autant plus important, par exemple, pour le paludisme, parce que Mayotte est en voie d'élimination du paludisme. Et l'élimination du paludisme, ça veut dire qu'il n'y a on certifie qu'il n'y a plus de transmission autochtone, de transmission locale de paludisme. Et donc, on a besoin vraiment de savoir si la personne est venue avec son paludisme ou si c'est une transmission qui a eu lieu sur l'île de Mayotte. L'objectif étant d'éliminer complètement la transmission pour les personnes qui n'auraient pas voyagé. Donc, on a très peu de cas actuellement transmis pour lesquels on n'est pas documenté de voyage. Depuis le début de l'année, on a 4 cas. On n'a pas d'information de voyage pour ces personnes-là. Et notre objectif, c'est d'arriver à 0 cas de personnes qui n'auraient pas voyagé, qui n'auraient pas acquis leur paludisme ailleurs qu'à Mayotte. Il nous reste moins d'1 minute. On résume. La rougeole. Attention, il y en a à Madagascar. Donc à Mayotte, ça va, pas trop de soucis avec ça.
on reste vigilant, attention, fièvre, des plaques rouges ou des boutons rouges, on consulte. La dengue, attention, là aussi, fièvre, il faut consulter très très vite. Et puis surtout éliminer tous les gîtes larvaires qu'on peut avoir autour de la maison. Même son, même combat, en tout cas pour le palu, fièvre, toujours pareil, hein, fièvre, et les gîtes larvaires, parce que le palu, c'est aussi par les moustiques. Merci mille fois, docteur, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Rassurez-nous, pour l'instant, pas d'épidémie de quoi que ce soit, on a de quoi rester tranquille. Oui. Il n'y a pas d'urgence? Non, il n'y a pas d'urgence. La dengue circule, mais on espère qu'on va en venir à bout. Merci encore une fois d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. On avait besoin d'avoir ces réponses. L'ARS a répondu et répond de plus en plus vite. Tiens, un petit coucou à Manon qui répond très très vite et on l'en remercie. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.